Shut up and sit down. Vous êtes à l'écoute du podcast de Guy Baillargeon, consultant immobilier. Salut tout le monde, c'est Guy Baillargeon à l'antenne de Ensemble, on va plus loin, mon podcast immobilier. Aujourd'hui, je reçois un invité que j'aime beaucoup, un ami personnel, Alexandre Desrochers, courtier immobilier, entre autres. Salut Alex, ça va bien? Très bien, mon Guy. Puis toi? Yes, oui, moi ça va super bien. Là, juste pour précision, c'est qu'on est des amateurs de rhum. Oui. Et pas la ville de Rome, mais le produit, le rhum. Et en janvier, on est allé à Cuba ensemble. On a dégusté d'excellentes boissons locales. Effectivement. Et puis toi, tu es tombé en amour avec un produit qui s'appelait le Santiago Once. Ça, c'est 11 ans. 11 ans, oui. Qui était très difficile à trouver. Qui était quasiment en rupture de stock partout. Et puis, on s'est aperçu que ça prenait pas 25 ans, mais qu'avec 11 ans, on pouvait tomber sur un rhum assez incroyable. J'ai essayé de chercher ça partout dans le monde après, puis c'est bien dur à trouver. Et ça, les stocks sont épuisés. Oui, oui. Moi, l'an dernier, en juin 2017, j'étais allé en Guadeloupe et j'ai ramené 2 excellentes bouteilles. En tout cas, je ne savais pas qu'elles étaient excellentes, mais 2 très bonnes bouteilles de rhum. Donc, on a un premier ici qui est un Darboussier, un hors d'âge. Qui vient de Guadeloupe, qui vient c'est une cuvée spéciale sélectionnée par Henri et Alain, nul autre que Henri et Alain. C'est que sur ça, on lève notre verre à votre santé, les auditeurs. Cheers, mon Guy. Au succès de vos nombreux projets. Aujourd'hui, Alexandre, ici, mon émission, c'est bien simple, c'est la loi de Pareto qui s'applique. On connaît ça, cette loi-là, la loi du 80-20. Mm-hmm. Alors moi, je l'applique à Ensemble, on va plus loin. C'est bien simple, c'est que je fais 20% d'immobilier, 80% n'importe quoi d'autre. Ah. Es-tu à l'aise avec ça? Ben, c'est le contraire de moi. Hein? Je fais 80% d'immobilier et 20% d'autres choses. Bon, fait qu'on va aller dans l'autre chose aujourd'hui. Je pense qu'on se complète bien là-dessus. Faut aller un peu plus loin, tu sais, parce que on sait que, évidemment, dans notre vie professionnelle est toujours en lien avec notre vie en dehors de profession. J'ai pas dit le mot personnel, mais en dehors de la profession. Aujourd'hui, j'aimerais ça t'entendre sur certains sujets qui me tiennent à cœur, des questionnements que je me pose. Puis comme je suis pas dans la situation de mes interviewés, de mes invités, ben j'aime ça vous entendre sur différents sujets qui, je suis sûr, vont rejoindre tous les auditeurs. Oui. C'est good? Fait qu'on passe ça. T'es courtier immobilier depuis combien d'années? Ça fait depuis 2009, ça va faire pratiquement 10 ans là, que je suis dans le domaine. J'ai commencé les 7 premières années que j'ai faites sous la bannière Sutton, jusqu'au jour où je suis... c'est particulier, je pense que je vais prendre le temps de l'expliquer. Ben certain. J'étais devenu, après 7 ans de piochage, puis d'être là tous les matins, d'avoir... était capable d'avoir un chiffre d'affaires qui avait surpassé le courtier que ça faisait, disons, 20-25 ans, qui était au bureau. Hey, wow, quand même. Fait que là, du haut de mes... dans ce temps-là, je devais avoir 27-28 ans. OK. Fait que là, évidemment, moi, c'était mon but depuis des années, puis je m'étais annoncé comme le meilleur vendeur du bureau et tout, puis ça n'avait pas fonctionné, disons, avec la haute direction. Ils n'ont pas aimé ça. Fait que j'ai pris le taureau par les cornes, comme on dit, puis il y a une occasion qui s'est présentée à moi par la bande, et puis j'ai acheté le bureau Royal Lepage Saint-Jean au courant des mois qui ont suivi là, cet épisode-là. Donc, tu as repéré une opportunité, ou si l'opportunité s'est présentée à toi, comment ça s'est fait, ça? Disons que c'est un peu des deux. Ça s'est présenté à moi, puis j'ai pris le temps vraiment de l'analyser, puis de la négocier aussi sur plusieurs mois. Puis j'en suis venu que j'ai pu faire l'acquisition de l'agence qui demandait de faire, disons, une restructuration, une remise à niveau, une remise aux nouveaux médias. Oui, un re-engineering et une mise à jour. Exact. Juste revenir brièvement sur l'opportunité en question. Est-ce que dans ton cas, l'opportunité est venue à toi de porter acquéreur d'une agence après que tu aies pris la décision d'en acquérir une? Est-ce que c'était vraiment ça ton but? Ton but était flou ou ton but était défini?
Mon but n'était pas défini là-dessus. Non. J'avais eu ce but-là dans les années qui avaient passé, puis je m'étais dit, bon, je vais me concentrer à être courtier, tout simplement. Uh-huh. Puis ça s'est comme ramené à moi par la bande. OK. Mais tu étais prêt. J'étais prêt. ça. J'étais prêt à l'exception qu'il fallait que je fasse le cours. Fait qu'il a fallu que je passe un an à faire le courtier, puis faire le cours de DA. De directeur d'agence. Dirigeant d'agence, oui. Dirigeant d'agence. OK. Exact. Fait que la première année était difficile parce qu'on restructure une business, on continue à vendre comme les autres années on vendait, même plus. Puis on fait le cours de DA par-dessus ça. Fait que disons que ça a été une année qui m'a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, puis De discipline. J'aurais pas fait ça 2 ans de temps, disons. Ouais. Fait qu'après ça, un coup que le cours a été fait, ben, j'ai pu me consacrer là, à mes activités, disons, plus traditionnelles de courtage, puis de restructuration de l'agence. Puis la place de la discipline dans ta vie de tous les jours? Ben la discipline, écoute, moi j'ai toujours été fervent de s'écouter. OK. Des fois, on a besoin de repos, des fois, ça va bien, on y va. Si on s'écoute, je pense que... Puis on écoute notre corps, surtout. Tu fais respecter. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, d'essayer de dire... en fin de semaine, c'est ça, puis l'autre fin de semaine, ça sera autre chose, mais s'écouter. Fait que c'est ce qui m'a permis de naviguer au travers de toutes ces années-là, parce qu'on va se le dire, être courtier, qu'on soit dimanche ou mercredi après-midi, des fois, je sais même pas quel jour on peut être. Et voilà. Et voilà. Fait que, non, c'est mon truc a toujours été de m'écouter. Fait que... Ça arrive même parfois qu'il faut envoyer des promesses d'achat un certain dimanche. Ah oui, dimanche. Ça peut être à 11h32 qu'il y a un Jean-François Tremblay qui appelle parce qu'il veut être le premier à rentrer. Fait que, on est là quand il faut. Excellent, excellent. Oui, on est là quand il faut. Puis qu'est-ce qui t'avait donné l'idée de devenir courtier au départ? Là? Hey, ça, c'est drôle. Les auditeurs vont rire. Moi, je travaillais dans un guichet automatique, privé. Okay. Je réparais, j'installais, je faisais soutien technique. J'étais le bras droit, justement, d'un monsieur qui avait une compagnie de ça. Puis, disons que les opérations me revenaient. Je gérais environ 750 guichets automatiques, puis 1100 machines Interac aussi. C'était un autre volet là, à la business. Puis, une bonne journée, un de mes meilleurs amis, Francis Bégin, il me dit « Hey, Alex! » Il dit « Le cours d'agent d'immeuble, est-ce qu'on va faire ça, là? Ils vont passer une nouvelle loi, ça va être plus long, ça va être plus dur. Oui. On va-tu faire ça? » Ben, j'ai dit, garde, moi j'ai toujours aimé l'immobilier. Mon père a toujours eu des immeubles à revenus. J'ai toujours été impressionné sur la détention, tu sais, d'avoir une bâtisse, de dire c'est à moi, ou de gérer des deals d'immobilier. Ça m'a toujours intrigué. Fait que j'ai dit, ben, garde, on va aller le faire, le cours. Oui. Fait que j'ai fait le cours, j'ai réussi le cours, je suis parti là-dedans. Je pense qu'il reste, sur notre cohorte, on était 31 dans le cours. Je pense qu'on est 2 ou 3 là, qui font encore de l'immeuble. Mon bon ami Francis, lui, est tombé électricien. Puis moi, ben j'ai continué, j'ai jamais arrêté. Puis c'est ce qui a fait un peu mon succès, c'est que le travail que j'avais avant ça, j'ai pu le continuer parce que c'était un travail qui était au téléphone cellulaire. Fait que je pouvais mixer très bien, parler à un client d'immeuble, parler à un client de guichet automatique. Fait que j'ai pas eu à baisser mon train de vie ou être égorgé pendant plusieurs années avant de partir la roue. Oui. J'ai jumelé les deux. Je te cacherai pas que j'ai fait des semaines de 80-100 heures puis alouette, mais j'ai pu au moins toujours être fort sur mes pieds puis pas avoir besoin de la prochaine commission pour en vivre. Fait qu'on reste toujours un meilleur vendeur quand si l'autre de l'autre bord dit non, puis ça nous dérange pas parce qu'on va en trouver un autre qui va l'acheter. T'sais. Ah oui. Fait que c'est ce qui m'a permis de développer une certaine notoriété là-dessus, de dire, regarde, quand tu fais affaire avec Alexandre Desrochers, ben lui, il s'en va te chercher le deal que j'ai de besoin, puis que ça soit non à une place, ça sera oui à un autre. Il attend pas après son prochain chèque pour vivre. Ton premier listing? Mon premier listing... Monsieur Pierre-Paul Gagnon, l'oncle de Martin Gagnon, qui est notaire encore à Saint-Jean. Oui. Je l'avais appelé, puis il y avait un terrain à vendre. Un petit terrain sur le bord du golfe, la rue de Coulon, à Saint-Eugène. Fait qu'il m'avait donné ça, puis j'avais vendu le terrain. Puis je me rappelle, quand j'avais reçu mon chèque de 4000$, j'ai dit « Aïe, aïe, je vais devenir millionnaire. » Ah ben...
Ben, j'ai entendu dire que c'est rendu très près de cet objectif-là. Là. Ben, écoute, je fais de mon mieux, mais Ouais. tu sais, comment qu'on dirait, ça paraît toujours des gros chiffres, mais quand on est partenaire à 53-47 avec le gouvernement, disons que ces gros chiffres-là, ils ont besoin d'être gonflés encore plus pour tomber là-dedans. Mais bon, c'est sûr que je m'en tire bien jusqu'à date. Là. J'ai reçu le prix Diamant de Royal Lepage pour la dernière année, Oui. ce qui me classe là, dans les 2 ou 3% meilleurs au Canada dans la bannière. Oui. Fait que j'ai jamais connu encore en 9 ou 10 ans là, d'année qui a été moins bonne qu'une autre. Puis c'est mon travail acharné qui fait que moi, c'est primordial. Quand mon téléphone sonne, je réponds. Puis je dis toujours à mes clients, je dis, si vous m'appelez puis je réponds pas, là, c'est soit je vous rappelle dans les 2 minutes qui suivent ou ben non, je suis mort. Fait qu'ils savent que je suis là, puis je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui se sont présentées à moi parce que justement, quand ça T'étais sonne, là. je suis là. Exact. En fait, c'est un peu la philosophie des plombiers. Non, des clients de plombiers. Quand que ça coule ou il y a de quoi, C'est t'en ça. appelles un. S'il répond pas, tough luck, c'est terminé, t'appelles le prochain. Exact. Puis si lui ou elle est disponible, c'est cette personne-là qui va le contrat. On le sait qu'avec 14 000 courtiers, c'est assez simple pour un acheteur ou un vendeur d'appeler le prochain. On puis s'entend, on s'entend. Là, je suis en train de renverser ma propre règle. Là, ça devient 20-80. là. Ben, c'est super intéressant de t'entendre là-dessus. Savoir... on dit souvent agent d'immeuble, on dit courtier immobilier. Est-ce que... Moi, je vois une distinction entre les deux au niveau des connaissances, au niveau de la sophistication de l'approche, au niveau de l'accompagnement. C'est-à-dire que ici, dans mon entourage, on a décidé de dire agent d'immeuble, c'est une coche en bas. Agent d'immeuble, là, c'est ceux qui ont soit pas fait leur crédit, soit qui débarquent de la profession parce que leur travail de tous les jours est plus payant. Parce qu'ils font ça comme d'à côté, parce que, pour un paquet de raisons, et ça viendrait un peu assainir, parce qu'on vous considère quand même comme des professionnels de l'immobilier. Puis des personnes, malheureusement, qui donnent mauvaise presse aux courtiers. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu en penses? Ben, ce que j'en pense, c'est que ce soit la profession du courtage immobilier, que ce soit les avocats, que ce soit les médecins, je pense que dans chaque corps de métier ou chaque profession, il y en a qui sont pas bons, puis il y en a qui sont mieux. Puis je pense que ça reste toujours la même loi, comme tu disais au départ de Pareto. Hein? Il y a toujours une clause de 20% qui vont être meilleurs que 80% du reste. Puis ça s'applique autant à notre profession qu'à d'autres. C'est juste que des fois, on en entend plus parler parce que ça a des implications qui sont plus grandes. Oui. Tu sais, faire une erreur en courtage, on peut affecter la vie d'une famille, on Oui. peut affecter la vie d'une personne. Puis d'un autre côté, on peut aussi faire le coup du siècle à un de nos clients. Fait que c'est sûr que qu'est-ce qui sort, hein, c'est toujours ce qui est plus négatif. On dit qu'un client qui n'est pas satisfait va en parler à 5 000, puis un qui est content va en parler à 50. C'est Fait vrai, que c'est vrai. je pense qu'on est un petit peu victime de ça. Vous, votre regroupement, vous avez comme commencé à piocher sur le terme agent d'immeuble, de l'amener un peu péjoratif pour montrer qu'il y a des courtiers immobiliers et des agents d'immeuble. On pense toujours à l'agent d'immeuble, le gros monsieur en habit avec le cigare aux lèvres puis qui joue avec son screening dans les poches là, pendant qu'il fait visiter. Puis tu as le courtier immobilier, lui, qui suit beaucoup de formations, autant obligatoires que pas obligatoires, qui se met au diapason des nouvelles méthodes de communication, de comment aller rejoindre l'auditoire, de comment présenter les inscriptions. Tu sais, ça se fait plus avec des photos de cellulaire, puis Non. c'est pas la visite libre qui est déterminante. C'est vraiment de bien présenter ça, je crois, sur l'Internet. Oui. Comment aller rejoindre le plus de personnes possible, comment créer un engouement, comment créer une histoire sur une inscription. Et puis, c'est ce qui est l'avenir. Parce que d'abord et avant tout, c'est un domaine de vente et c'est un domaine où l'émotion est au centre de Ouais. toute décision de la part des acheteurs et Ouais. des vendeurs. Exact. C'est l'émotion, c'est non, je veux pas m'en départir tout de suite ou à tel prix. Mhm. Puis, ben là, vu qu'il manque telle affaire, je veux pas l'acheter ou etc. Ah, des fois, écoute, L'émotion. des fois, c'est pour
des murs d'une mauvaise couleur ou des rideaux que la personne n'aime pas, mais il faut aller un peu au-delà de ça. Puis notre rôle, c'est justement d'enlever les émotions de chacun des parties pour ramener ça à la réalité des choses. Ouais. On sait que dans l'investissement immobilier, c'est plus facile, disons, d'obtenir ce résultat-là quand on est sur un bloc appartement, sur une vente de commerce. Mais si on va dans le résidentiel, ben là, c'est une autre histoire. C'est ça, c'est pas que les chiffres qui parlent. Le résidentiel, ça ne rapporte pas. Non. C'est le nid familial, bien souvent. C'est ça. C'est l'histoire. C'est de voir que la prochaine famille qui va occuper une maison va avoir une aussi belle histoire que la première qui vient de la quitter. C'est de voir à l'avenir disons des ressentis qu'il va avoir dans cette propriété-là. Fait que le courtier est là pour bien positionner, première des choses, l'immeuble, parce qu'on s'entend que maintenant, les acheteurs sont pas mal plus au courant de c'est quoi l'état du marché actuel que c'était dans le temps des agents d'immeubles. Oui. Tu sais, puis si on se rapporte aussi au niveau de l'investissement immobilier, notre ami Patrice Ménard en parle souvent aussi, l'avenir est plus à acheter un bloc, s'asseoir dessus, attendre qu'il soit payé ou qu'il prenne de la valeur. La plus-value est dans l'optimisation. L'agent d'immeuble, avant, ben, il vendait un bloc à son client, puis le client, 10 ans après, il revendait ça le double. Puis là, maintenant, on n'a plus ça. C'est une autre dynamique, fait qu'il faut avoir plus de connaissances, autant au niveau du financement que de repérer les opportunités dans les immeubles. Puis d'un autre côté, bien, au résidentiel, c'est vraiment de présenter l'immeuble d'une façon différente. On s'entend que les journaux, les revues, les panneaux sur le bord de l'autoroute, c'est du passé. On fait un podcast aujourd'hui à la Gary Vaynerchuk, qui montre justement que chaque business a sa place sur Internet. Puis je pense encore plus à une maison, tu sais, les fameux diaporamas qu'on met avec une petite musique d'ambiance, c'est encore une chose qui est terminée. Je pense qu'on est rendu à un endroit qu'il faut interviewer les vendeurs par la petite madame qui nous parle de la maison quand elle a passé 40 ans dedans. Ah oui. Le couple qui vient d'acheter une maison qui nous parle de son expérience. C'est de montrer qu'on est capable de diriger les gens vers une bonne expérience puis que ça respecte ce que le marché nous dicte. Excellent. OK. On fait ça un quiz? OK. On fait un quiz. Alors, le premier mot qui te vient à l'esprit quand je te dis les mots suivants. Hiver. Hiver. Un mot. Un mot. Le premier mot qui te vient à l'esprit quand je te dis hiver. Le printemps s'en vient. Reprise. Reprise. Opportunité, GF. Clientèle. Clientèle, c'est la base. Agence. Agence, c'est ce qui fait qu'on est en avance ou qu'on ne l'est pas. Gestion de personnel. Gestion de personnel, c'est le cœur. Les vacances. M'en faudrait plus. Et dernier mot, Rome. Rome. Ben, je vais te dédier ça, mon Guy. Santé. Santé. Merci. On passe à la dernière portion de l'émission. Toi, tu es directeur d'agence. À quoi ressemble une journée typique dans la vie d'un propriétaire d'agence? Ben, écoute, le matin de bonne heure, on reçoit une série d'appels de nos courtiers qui veulent avoir soit des réponses à leurs questions, qui veulent avoir une idée s'ils ont fait la bonne chose, s'ils vont faire la bonne chose, comment s'y prendre, parce qu'ils voient que j'ai un certain niveau de transaction qui fait que j'ai peut-être vécu ce qu'ils sont en train de vivre. Oui. Fait qu'ils aiment bien regarder. Puis je veux dire, peu importe que ça soit 25 ans qu'ils soient agents ou que ça fait 5 ans, 2 ans, 1 an, ils ont cette confiance-là. En moi, ils ne me voient pas comme un concurrent, disons. Okay. Ils voient que je fais énormément de transactions, puis que je fais ça de manière honnête, que je fais ça avec distinction. Mm-hmm. Puis ils voient aussi que j'ai le souci d'amener la business plus loin, puis d'être plus moderne, plus technologique. Fait qu'ils me demandent mon opinion sur plusieurs choses. Après ça,
on s'en va au bureau. Entre-temps, les clients ont commencé à appeler, évidemment, depuis 7h30, 8, ça commence à appeler. Je veux voir ci, je veux voir ça, qu'est-ce que tu penses de ça? Viens voir ça, je voudrais vendre. Fait que on book les prochaines journées parce que la journée est déjà bookée. Oui, fait oui, que, oui. Au travers de ça, au début de la journée, on regarde l'état financier, le compte de banque, les chèques qui vont passer. Ok. Je parle avec ma directrice, Louise, puis je regarde qu'est-ce qui est le plan de match parce que Louise est toujours en arrière de moi sur mes projets. Moi, je donne l'idée directrice. Je dis, on va faire telle chose. J'aimerais que ça se fasse comme ça. Elle va, après ça, tout conjuguer ce qu'il faut pour qu'on puisse avancer. Fait que je donne toujours une ligne directrice là-dessus. Et puis, dans la journée, évidemment, on rencontre des clients pour lister, pour vendre, on négocie des promesses d'achat. Le soir, souvent, c'est plus les visites ou des évaluations pour les gens qui travaillent le jour. Et puis, au travers de tout ça, il y a du travail qui se fait au bureau, donc j'ai l'occasion de parler avec mes courtiers, sinon on est au téléphone. Fait que ça fait des journées on est à gauche, à droite, on vient au bureau, on repart, Puis je suis quelqu'un qui est capable, j'ai l'esprit de synthèse. Donc, je suis capable de prioriser les choses qui sont, qui sont à faire immédiatement. Oui. Puis, il y a d'autres choses qui peuvent attendre. Il y a des choses qui sont primordiales. Fait que je navigue autour de ça. Il y en a qui me disent, comment tu fais pour avoir une agence puis vendre à ce niveau-là aussi? Je pense que c'est aussi ce qui fait un peu mon succès. C'est de dire que j'ai des courtiers qui m'entourent, j'ai un bon volume d'affaires, mais ça me donne de l'expérience jour après jour. Je suis certain que dans 25 ans, à chaque année, je vais en avoir appris aussi, puis je n'aurai pas fini d'apprendre. Fait que je trouve que c'est tellement un bel amalgame. J'ai comme trouvé un complément à être courtier. J'aide d'autres courtiers. Fait qu'il n'y a rien qui peut être mieux pour moi là-dedans. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais, Alexandre, quand tu n'es ni à l'agence, ni au téléphone? C'est quoi tes activités, tes passions, tes passe-temps? Ça ressemble à quoi? Ah, vous allez trouver ça particulier. Moi, j'étais un amoureux des animaux. Des animaux, hein? Ouais. Fait qu'écoute, j'ai 3 poules, un canard, une chèvre, un lapin, un chien, un chat. Et puis... Comment s'appelle ta chèvre déjà? Hazel, H-A-Z-E-L. Elle a sa page Facebook. Mon chien, Pixel, P-I-X-E-L-L-E, qui a sa page aussi. Fait que... Hey, allez liker. Allez liker et partager les pages Facebook de H-A-Z-E-L, la chèvre, Hazel, la chèvre, et Pixel, P-I-X-E-L-L-E, le chien. Fait que je m'occupe de mes animaux. J'habite au bord de l'eau. Fait que j'aime bien faire de la moto marine. J'ai un ponton. Mais je te dirais principalement, j'essaie de me reposer aussi. Hein? Mais oui, c'est important ça, de se donner du repos. C'est ça, exact. Fait que je passe du temps avec ma blonde. Puis on profite de la vie. C'est sûr que j'ai toujours dit que je faisais, disons, un compromis. De dire, je vais passer plusieurs années ou dizaines d'années très actif sur le marché, mais dans un but d'être capable d'avoir amassé un certain capital, puis d'être capable d'y aller plus, disons ça, passif par après. Ça, c'est bien, ça. Puis, on va parler un peu de stress et de gestion du stress. Parce que, qu'on le veuille ou pas, tout le monde est à quelque part, tout le monde connaît le stress, tout le monde en vit. C'est pas tout le monde qui le gère de la même façon. Non. Y a-t-il une façon particulière? Tu nous as parlé que tu t'occupais de ta mini-ferme. Oui. Ça, c'est une chose. Fait que est-ce que ça fait partie des trucs que tu as ou des façons de... C'est sûr qu'à chaque soir, j'ai une petite demi-heure que je m'assois dans le RIP puis je parle à ma chèvre. Puis les gens vont trouver ça particulier, mais le contact avec un animal, il n'y a pas de jugement, il vit pas ce que tu vis. Il veut juste te faire plaisir, c'est l'animal. Ça. Lui, il est là, il mâchouille la palette de ta casquette, puis il est bien content. Puis c'est un moment qui est groundé, qui est très présent. Ouais. Mais ce que je pourrais dire par rapport au stress, je dois remercier le ciel ou mes parents ou la génétique, je sais pas comment dire ça. J'ai une tolérance à ça. Les choses vont pas m'atteindre personnellement comme certaines personnes, disons, ont de la misère.
bien souvent, je vois des courtiers qui commencent dans l'immobilier, puis là, ils sont en train de négocier un deal, puis je le sais que tant qu'ils vont être en offre contre offre, là, la vie arrête pour eux. Là. Ah oui, ils sont sur le Fait gun. que, Là, puis- ben, c'est ça. Puis à un moment donné, ben, on vient qu'à dire, regarde, l'issue, c'est que la maison va se vendre. Si on fait bien notre négo, on va trouver un terrain d'entente. Puis si on n'en trouve pas, ben il y a toujours un acheteur pour chaque produit. Hein? Et voilà. Fait qu'il faut être capable de C'est une question de confiance pour Oui. tes agents et Oui, agentes. Là. oui, oui. Puis pour les gens en général, là, Mhm. c'est ça, c'est de se dire que il y a un lendemain, Oui. il y a quelqu'un d'autre. T'as manqué l'autobus? Pas grave. On va Le prendre un prochain taxi temps- ou on le marchera. C'est regarde. ça, exactement. C'est ça, exactement. c'est ça. Puis c'est pourquoi les gens, je dis aux gens, quand vous choisissez un courtier, ben il y a bien des gens qui disent « Ah, mais je choisirai pas le courtier qui en fait le plus parce qu'il n'y aura pas le temps pour moi ou quoi que ce soit. » Mais moi, je trouve qu'un courtier qui a un bon niveau d'affaires, ben c'est là qu'ils vont voir que le courtier qui a un bon niveau d'affaires, il attend pas après son prochain chèque pour vivre. Puis ça revient à la base de dire moi, ma maison, je veux qu'elle se négocie par qui? Quelqu'un qui est sur ses deux pieds bien solide, qui sait dire non quand c'est le temps, oui quand c'est le temps, tasser ce qui est pas bon, ramener ce qui est bon. Fait que je pense que plus un courtier va avoir un bon niveau d'affaires, on s'entend, il faut qu'il y ait un bon service aussi. Là. Oui, 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 oui. Mais quand on choisit un courtier, il faut en choisir un qui est solide sur ses pattes puis qui ne veut pas absolument que le deal se fasse à tout prix, peu importe les conditions. C'est ça. Quand Puis- on présente un vendeur, on présente un vendeur. Quand on présente un acheteur, on présente un acheteur. Puis il faut qu'on trouve un courtier qui respecte cette dynamique-là au dernier degré. OK. Belle éthique de travail. Sur le travail d'équipe, tu sais, là, j'ai compris que tu accordais une grande place au travail d'équipe au sein de l'agence. Est-ce que tu fais des sports d'équipe? En as-tu déjà pratiqué des sports d'équipe avant de... J'ai déjà joué au baseball. Au baseball, oui. Un petit peu au hockey, mais OK. je suis pas un très grand sportif, faudrait dire. Faudrait peut-être que je m'y mette avant la quarantaine, hein, parce que ça va me rattraper, mais je suis pas un grand sportif, faut dire. Ben non, d'autant plus qu'il y a bientôt, ou l'année prochaine, il va y avoir une nouvelle surface de gazon artificiel pour nous permettre de jouer au baseball ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je sais que, Alex, tu as beaucoup aimé le rhum Santiago Once de Cuba, on l'a dit tantôt. Ouais. Alors, juste une petite question comme ça, là. Qu'est-ce que tu penses du Darboussier? Tu me l'as dit tantôt. On pourrait peut-être y aller avec la deuxième sélection qui est d'une autre maison, toujours de Guadeloupe, qui s'appelle Damoiseau, rhum vieux agricole Guadeloupe VO. Oh, very old. Yes, very old. De la distillerie Bellevue. Il y a pas mal moins de nez que le Darbousier, mais j'ai hâte de voir en bouche ce qu'il va nous donner. Un autre cheers, mon Guy. Yes, cheers tout le monde. C'est un autre produit qui est beaucoup plus vieux que le Darbousier. On le voit avec la subtilité là, de l'alcool qu'on va dedans. On le voit sur des rhums un peu plus vieux. J'ai remarqué que l'alcool se dissipe beaucoup plus vite que sur un rhum qui est plus jeune. Je te dirais que mon coup de cœur, c'est vraiment le Darbousier parce que j'aime qu'il y ait plus de sucre dedans. Oui. Je le trouve un peu plus exotique. Oui. L'autre, je le prendrais, disons, je le prendrais sur le même pied qu'un cognac. En fait, tu as raison. C'est ce qu'on peut faire avec. Ah! C'est ce qu'on peut faire avec, tu sais. J'avais pas lu l'étiquette, je te Peu le dis. VSOP. Puis le Darboussier, c'est un produit qui peut, c'est ça, qui peut être servi soit comme apéritif. Puis le Darboussier en digestif. Ah, OK. Ben, Ouais. on le voit là. Ouais, là-bas, sur l'île, là, il est traditionnellement apprécié en digestif. Alors, c'est une belle je sais pas découverte, je ne sais pas si on le retrouve en SAQ, mais je les ai nommés tantôt pour les amateurs. Là, vous irez voir ça. Je vais mettre sur ma page Facebook, je vais mettre une photo des deux bouteilles. Vous irez regarder ça. Et écoute, sur ça, mon cher, je te remercie infiniment d'être passé. Je te remercie, Guy, de m'avoir invité. Ça m'a fait plaisir. Ça n'a pas pris de temps, puis j'ai reçu ton invitation, puis j'ai dit, ça va me faire plaisir.
Espérant que vous avez apprécié. D'ici à la prochaine, vous n'avez qu'une seule chose à faire, gardez le sourire. Salut tout le monde! Shut up and sit down.